Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Vous refaites l'actualité sur le cas des assistants parlementaires, les emplois fictifs au Parlement européen. Ils ne sont fictifs en rien. C'est pourtant ce qu'on dit. Je fais appel à la déontologie des journalistes, si du moins il en reste quand même à quelques-uns dans cette profession, qui nous mettent en cause depuis un an sans jamais nous donner la parole. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une persécution politique qui a été initiée par les médias d'extrême gauche, par M. Schulz, président socialiste de ce Parlement, qui nous déteste. Bon. Avec l'appui d'ailleurs de leurs alliés habituels, c'est-à-dire le groupe dit démocrates chrétiens, centristes, etc., dont font partie d'ailleurs les députés UMP, et dont est issu le secrétaire général de ce Parlement, M. Welle, parce qu'il faut savoir que certains des hauts fonctionnaires de ce Parlement ne sont pas plus fonctionnaires que je ne suis archevêque. Ce sont des personnalités politiques qui sont parvenues au poste qu'elles occupent par la brigue politique. Eh bien, on prétend, n'est-ce pas, nous demander, exiger de nous, et l'on nous impose, en prélevant nos indemnités parlementaires, nos frais, etc., tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de notre mission, le remboursement en remontant à 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans des salaires et traitements qui ont été versés à nos assistants parlementaires. Or, ces assistants parlementaires ont travaillé pour nous. Dans mon cas, par exemple, on se plaint de ce que mon assistant parlementaire ait également coopéré avec Jean-Marie Le Pen. Bien sûr, nous étions 3 députés, 3 du Front National seulement dans la précédente mandature. Nous sommes 23 aujourd'hui, tant mieux. Nous étions 3 pour suivre 18 commissions parlementaires. Vous avez voté sur tous les dossiers à l'époque. Et émettre 21 000 votes. Même si vous n'étiez pas présent dans les commissions. Absolument. Nous avons surveillé, avec l'aide des assistants, nous avons surveillé le travail qui se faisait dans ces commissions. Nous avons méticuleusement étudié les amendements, les rapports, et nous avons émis 21 000 votes. Il n'y en a pas un seul dont nous ayons eu à rougir. Eh bien, évidemment, ce travail ne pouvait être fait qu'en poule. Bien évidemment, nos assistants travaillaient pour les 3 que nous étions, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen et moi-même. Les 3 d'ailleurs condamnés, c'est-à-dire qu'en fait, soit il n'y avait pas d'assistance réelle, et dans ce cas-là, jamais vous n'auriez pu faire ces 21 000 votes. Bien sûr. Soit il y avait ces assistants, et dans ce cas-là, c'est un procès d'intention. C'est un procès politique qui est initié par un homme qui, avant de monter au mat de cocagne, devrait avoir les fesses propres. Je veux parler de M. Schulz, car lui-même, un assistant accrédité, donc par conséquent tenu de résider à Bruxelles, contrairement à mon assistant qui était un assistant local, qui peut parfaitement résider dans l'État d'élection, la France. Bon. L'assistant accrédité de M. Schulz résidait en fait à Aix-la-Chapelle et dirigeait une Gesellschaft mit beschränkter Haftung, c'est-à-dire en droit allemand une société commerciale qui est la société Euregiotour, qui est en fait l'agence du tourisme du Parti socialiste allemand. Et ce sont ces gens-là qui viennent nous donner des leçons. Et M. Welle, le secrétaire général de ce Parlement, émet contre moi un titre de débat en prétendant me ruiner et me faire payer 270 000 €, sans même, en violation flagrante des mesures d'application du statut des députés, me recevoir, alors que je suis une personnalité, je crois, respectée, même de la plupart de mes adversaires, dans ce Parlement depuis 27 ans. C'est une mainmise de l'administration sur les députés, sur leur rôle, sur leurs fonctions, sur leur liberté. Et comme par hasard d'ailleurs, ce genre de mesures ne vise que ceux qui ne sont pas dans le courant dominant. Autrement dit, ceux qui ne sont pas les valets serviles de la Commission européenne pour construire la tour de Babel européenne. Les médias français qui parlent de vous vous ont convié à répondre sur leur plateau? Aucun. C'est extraordinaire. On vous met en cause sans vous entendre, même dans les médias. Bien sûr. Et comment donc? Mais encore une fois, je lance un appel. S'il y a des journalistes honnêtes et soucieux quand même un petit peu d'équilibre. Ou ne serait-ce que du contradictoire. Bien sûr, qui me donne la parole. En tout état de cause, moi j'ai assigné M. Schulz et M. Welle devant la Cour de justice de Luxembourg. J'espère que cette instance supranationale et par définition acquise
à l'européisme trouvera quand même en son sein des magistrats honnêtes et impartiaux 900 qui nous pages rendront de justice. preuves, 900 pages de preuves, des constats d'huissier, Un constat d'huissier qui est venu dans mes bureaux, dans mes salles d'archives, que lui a fait visiter mon assistant, montrant qu'il avait une parfaite connaissance de ce qui se trouvait à l'intérieur de tous les cartons. Ça ne vous Avant qu'il ne soit ouvert par l'huissier qui, au hasard, parmi les 600 dossiers qui se trouvent dans ma bibliothèque et dans ma salle d'archives, à chaque fois, l'huissier dit « qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Mon assistant le lui explique, on ouvre et on constate que c'est bien le cas. Il y aura des suites à tout cela, mais je crois que ce n'est pas prêt à vous faire taire. Vous parliez d'ailleurs vous-même, en d'autres circonstances, de Pravda ou de campagne stalinienne, mais là c'était sur la campagne américaine, oui, M. Trump. Écoutez, je trouve que je connais l'anglais, bon, je ne suis pas un angliciste exceptionnel, mais enfin je parle, je lis, j'écris. Donc j'écoute CNN, la grande chaîne américaine, par exemple, j'écoute les médias américains. C'est extraordinaire. Je dois dire que pour moi qui suis habitué aux médias français, que je suspecte quand même et de partialité, j'ai connu ça en 2002 à l'entre-deux tours des élections, là la campagne américaine, c'est étonnant. Pendant 25 minutes, à CNN, un commentateur a déblatéré sur M. Trump, etc., sans être le moins du monde, contredit. Enfin bon, c'est arrogant de sa position officielle. Je suis assez étonné. Il a contre lui tous les journaux, tous les médias. Bon, c'est assez étonnant tout de même. Je crains qu'il n'ait... Ça lui rende évidemment très difficile son élection. Il n'est pas certainement une personnalité au-delà de tout reproche. Bon, c'est évident. Mais je crois que s'il était élu, ce serait quand même une grande claque pour le... Alors, précisons, pour l'establishment. Précisons en effet, Bruno y compris ici en France d'ailleurs, y compris ici en France. J'entendais Mme Pécresse qui était très choquée par les propos qu'il y a 10 ans, propos graveleux et certainement répréhensibles, à supposer qu'ils étaient tenus d'ailleurs, ce qui n'est pas certain, mais personne n'est choqué d'adhérer, par exemple, au tandem Clinton, dont on sait que monsieur se faisait faire des pipes dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Nous aurons l'occasion d'y revenir, Bruno Gollnisch, et précisons tout de même qu'à l'heure où nous parlons, l'élection présidentielle américaine n'est pas jouée parce que les résultats ne sont toujours pas tombés. Ils tomberont dans la nuit. Ils tomberont dans la nuit. Hein, donc, mais restons, si vous le voulez bien, sur le sujet. Michael Moore, célèbre cinéaste américain, auteur de documentaires de gauche, soutien historique du camp démocrate, déclarait dernièrement, c'était le média Atlantico qui le rapportait, que l'élection de Trump, je le cite, sera le plus gros fuck you de l'histoire humaine. Et ça fera plaisir. On va dire bras d'honneur. Bras d'honneur, disons. Allez vous faire foutre. Voilà, du peuple américain. Pour parler clairement. Voilà. Quoi. Bon. Le plus gros bras d'honneur du peuple américain, et ça fera plaisir aux gens de le faire. Alors, est-ce que vous partagez cette possibilité ou cette probabilité? Vous pensez que M. Moore a raison en disant que Trump peut déjouer les sondages et l'emporter? Je ne sais pas. Ça m'amuserait beaucoup, pour être très franc. Je crois que ça va être difficile, mais je voudrais dire qu'il n'y a pas eu que cette expression triviale à laquelle, d'ailleurs, on réduit souvent le discours de M. Trump. Il a dit, voilà ce que dit M. Moore, hein, voilà ce que dit M. Moore exactement que vous citez. Il en voulait pour preuve le discours de Trump devant le club économique de Detroit, comme on voudra, devant les cadres de Ford. Je cite, « Si vous fermez les usines que vous avez prévu de fermer à Détroit et que vous les construisez au Mexique, je vais mettre un tarif de 35% sur ces voitures lorsque vous les renverrez ici et personne ne les achètera. » Et M. Moore dit, c'était incroyable à voir. Aucun politicien républicain ou démocrate n'avait jamais dit quelque chose comme ça à ses dirigeants, et c'était pain béni pour les gens au Michigan, en Ohio, en Pennsylvanie, au Wisconsin, les États Brexit. Bon. L'élection de Trump sera le plus gros fuck you de l'histoire humaine, et ça fera plaisir aux gens de le faire. En tout cas à certains. Mais je trouve que ce discours est très sensé. C'est d'ailleurs, excusez-moi, un discours que personnellement je tiens depuis plus de 20 ans et que j'ai tenu à la sortie d'un certain nombre d'usines. Je pense par exemple à une usine Moulinex qui s'apprêtait à délocaliser en Chine alors qu'elle était rentable en France. Mais il est certain qu'en Chine, elle serait encore plus rentable compte tenu
de ce qu'on peut jouer à la baisse sur les coûts salariaux. Mais la solution, c'est évidemment de faire le contraire de ce que fait l'Europe, c'est-à-dire de taxer très lourdement ces produits une fois qu'ils reviennent sur le marché européen. Parce que si l'on fait cela, la délocalisation devient beaucoup moins avantageuse dans la mesure où l'on fait fabriquer par des esclaves dans des pays africains ou asiatiques des biens que l'on se propose ensuite de réimporter sur le marché européen. Ben, si le marché européen est fermé, eh bien on va y réfléchir à 2 fois avant de délocaliser. Alors votre discours de populiste, de protectionniste, Bruno Gollnisch, et je ne vous apprendrai rien en vous le disant, fait peur. Fait peur notamment au Conseil national du numérique qui vient de se prononcer, un certain nombre de craintes pour le nouveau fichier TES, le titre électronique sécurisé, je lis, qui est appelé à contenir les données personnelles des Français, notamment des possesseurs de passeports biométriques et de cartes d'identité. Pour exprimer ses craintes, le Conseil national dit que ce fichier centralisé pourrait permettre un piratage massif, mais aussi, je les cite, que l'identification systématique de la population avec les moyens de la reconnaissance faciale ou de la reconnaissance d'image à des fins policières ou administratives est problématique, puisque, je les cite encore, les reculs démocratiques et la montée des populismes, observés y compris en Europe et aux États-Unis, rendent déraisonnables ces paris sur l'avenir. Alors le populiste que vous êtes, est-il un danger pour la démocratie ? C'est tout à fait extraordinaire quand même comme réflexion de la part d'un organe consultatif qui devrait rester quand même neutre sur le plan spécifiquement politique. Alors je dis tout de suite que les Français n'ont rien à craindre du Front National et en général et de moi-même en particulier qui ai toujours été un défenseur des persécutés bien plus d'ailleurs que les courants majoritaires dans cette enceinte. En particulier, j'ai appelé à l'asile politique en faveur de M. Snowden, par exemple, qui n'en a trouvé qu'en Russie. J'ai appelé à l'asile politique et à l'arrêt des poursuites insanes dont est victime M. Assange, qui est toujours détenu dans une ambassade sud-américaine à Londres, dont il ne pourrait sortir sans risquer d'être extradé en Suède et de là aux États-Unis d'Amérique pour y finir ses jours en prison. Ce sont des gens qui nous ont informés et je suis tout à fait favorable à la liberté de l'information. C'est la raison pour laquelle je réitère mon opposition formelle, absolue, totale aux lois scélérates qui, en France, limitent la liberté d'expression. Alors je dis à ce Conseil que les Français n'ont rien à craindre. Le Conseil sera dissous, ça c'est sûr, parce que je crois que ce genre d'organisme qui prolifère, qui empiète d'ailleurs sur les compétences des parlementaires, n'a pas sa raison d'être. Voilà, le débat doit se produire entre représentants du peuple. C'est ça la vraie démocratie. La démocratie qui consiste à se soumettre à des organismes comme ça, qui sont soi-disant des organismes d'experts, soi-disant des organismes nommés ou des organismes corporatistes, ça, c'est une forme de démocratie qu'avait inventé un certain Benito Mussolini. Voyez-vous ? Il y avait comme ça une grande chambre avec des tas de sections de gens spécialisés en quelque sorte dans un domaine déterminé. Moi, j'estime que la montée du populisme, c'est une avancée de la démocratie. C'est une avancée de la démocratie, parce que le populisme, ça consiste à tenir compte de la volonté du peuple. Alors c'est certain que la démocratie est quand même menacée, mais elle est plutôt menacée par d'autres que le Front National. Je fais encore une fois la publicité pour ce livre de M. Buisson, qui nous révèle quand même l'étendue de l'échec dont il a été le témoin privilégié du quinquennat Sarkozy, mais qui au-delà comporte quantité de réflexions très sagaces, très profondes sur l'état de notre société sur le plan politique, sur le plan démographique, sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel même. Alors voilà par exemple une phrase sur la démocratie, il y en a beaucoup. Voilà. Le malheur aura voulu que la France ait à affronter depuis 2015 une vague d'attentats sans précédent sous la présidence d'un homme qu'elle avait déjà enseveli sous son mépris. Là, il parle de M. Hollande. On l'a compris, oui. Je ne sais pas si on peut dire ça de M. Hollande, mais enfin, en tout cas, M. Buisson le dit. Au moins les Français en proie à la dérédiction, c'est-à-dire à l'abandon, auront-ils compris ce que François Hollande et la gauche entendent par République ? Qu'est-ce qu'ils entendent par République ? 2 points.
une expérience multiculturelle dont la forme politique correspond à l'absence de nation et à l'absence de peuple. Et c'est très vrai, ça, cette conception abstraite de la République. Comment dès lors ne pas augurer du pire? La post-démocratie, avachie et déracinée, étrangère à l'héritage comme au patriotisme, n'a rien à opposer au double péril que représentent la finance globalisée et l'islam radicalisé. Chacun pressent que le moment venu, elle tombera comme un fruit gâté avant d'être balayée par le grand vent de l'histoire. Voilà. Eh bien, je pense qu'elle sera balayée, mais elle ne sera pas balayée par une révolution totalitaire, elle sera balayée par un réveil, par un sursaut des peuples, peut-être par une nouvelle société qui pratiquera vraiment l'égalité et la réconciliation. Égalité, réconciliation. Bruno Gollnisch, vous parliez de multiculturalisme, vous parliez notamment de racines. Monsieur Bouteflika, soigné en France, pour vous, c'est un symbole positif ou plutôt une image déplorable? Alors, je ne souhaite pas Bouteflika hors de France, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots. Après tout, Monsieur Bouteflika n'est pas le seul Algérien qui vienne se faire soigner en France. Hein. Bon, disons les choses telles qu'elles sont. La réconciliation. Mais ce que je trouve tout à fait anormal, en revanche, c'est que dans les services que nous rendons de ce domaine, nous n'exigions pas de l'État algérien qu'il accepte que les harkis qui ont fait le choix de la France dans les heures difficiles, mais quand même anciennes maintenant, datent de plus d'un demi-siècle, qui ont conduit à l'indépendance de ce pays, que ces gens-là ne puissent pas, frappés par le gouvernement algérien d'un opprobre éternel, en quelque sorte, revoir leur terre natale, revoir les membres de leur famille, etc. Ça montre à quel point nos gouvernants sont totalement incapables de défendre l'intérêt de nos ressortissants, de nos compatriotes. Car ces musulmans qui avaient fait le choix de la France sont nos compatriotes. Ils l'ont payé très cher, ils ont été abandonnés, ils ont été maltraités. Et nous avons le devoir de demander, au titre de la réciprocité, à l'État algérien qu'il accepte qu'il puisse revoir, s'il le souhaite, leur terre natale sans autre forme de procès. Sans transition, la primaire des Verts a fait sortir du chapeau M. Jadot, un de vos collègues au Parlement européen. Oui. À la surprise peut-être plus générale... C'est un homme intéressant, oui. À la surprise plus générale, c'est Mme Duflot qui a été balayée. Moi, j'aurais voté pour Mme Rivasi, que j'ai connue, qui est d'ailleurs, je crois, députée de la Drôme, et qui est une personne courtoise avec laquelle on peut parler et on peut débattre. Peut-être est-ce aussi le cas de M. Jadot, d'ailleurs. Peut-être que vous ne connaissez mal peut-être Mme Duflot, peut-être également est-elle une personne avec qui on peut débattre, mais ma question n'était pas celle-ci, c'était à savoir que Mme Duflot avait fait quand même beaucoup sa campagne sur les réseaux sociaux. Oui. Elle avait engagé Mme Haas, très connue dans ce domaine, très performante, et ça ne l'a pas empêché de mordre la poussière. Dès le premier tour. Dès le premier tour. Dès le premier tour, alors qu'on la donnait peut-être élue dès le premier tour. Alors est-ce que vous y voyez, vous, la limite d'une campagne menée uniquement sur les réseaux sociaux? Oui, et j'y vois aussi la limite des pronostics, j'y vois aussi la limite des prévisions, comme avec des M. sondages. Macron, Comment? Comme avec M. Macron ou comme d'autres campagnes. Je suis persuadé que si M. Macron se présente, il ne fera pas les scores prodigieux qu'on lui prédit. Je ne suis pas certain que M. Sarkozy ait dit son dernier mot dans la campagne des primaires de la droite, en dépit des scores très favorables de M. Juppé. Le vainqueur de M. Juppé que je voyais interviewé par Mme Karine Le Marchand. J'ai trouvé cette interview extrêmement intéressante. Je dois dire que j'étais surtout fasciné plutôt par la beauté de Mme Le Marchand, dont les jambes étaient repliées sur le canapé de M. Juppé. C'était un spectacle très agréable. Alors, j'espère que les écologistes ne vont pas nous en vouloir, et surtout Claire Tesson. Oh non, pourquoi nous en voudraient-ils? Parce que vous allez voir. J'espère qu'ils ne feront pas un lien qu'ils trouveraient trop suspect, ni Madame Tesson de France 2, qui nous autorisera peut-être à parler d'un sujet national, mais qui est en lien avec Strasbourg, siège du Parlement européen. Absolument. La première salle de shoot en province. Le maire de Strasbourg, lui, est pas très... finalement, craignait beaucoup les troubles autour de l'ouverture de cette salle de shoot.
Votre avis sur l'ouverture d'une salle de shoot en province? Je crois que le fait que la drogue fasse des ravages dans notre société, pas encore au niveau de la société américaine, où le crack, l'héroïne ont des effets absolument dévastateurs, génèrent d'ailleurs une criminalité très inquiétante qui fait l'objet précisément des débats de la campagne électorale. Je crois que chez nous, c'est quand même le signe, un des signes de la décadence, quoi, indiscutablement. Et la tolérance que l'on se croit obligé de manifester à l'égard de ce phénomène est un signe de l'affaissement des institutions. De même que le traitement, j'allais dire, de la chose sexuelle. On parle beaucoup aujourd'hui de termes d'égalité homme-femme, de l'obligation pour les hommes d'avoir aussi maintenant un accès à la contraception. On parle d'un spray nasal contraceptif pour 2021. J'aurais pensé qu'on se le mettait ailleurs que sur le nez, mais on n'arrête pas le progrès. Écoutez, c'est égalité dans la contraception, etc. Ne faisons plus d'enfants. Très bien, je ne suis pas opposé à la contraception comme personnalité politique, mais... ça en dit long sur la société pour vous? L'état de... je ne sais pas si ça en dit long, mais ça génère quand même... ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui ne la pratiquent pas, la contraception, n'est-ce pas, et qui font beaucoup d'enfants à la place de ce qu'on appelle les Français de souche. Voilà. Et ça, alors, nous gargarisons de nos statistiques démographiques qui, soi-disant, sont meilleures que celles de l'Europe. Elles ne sont pas meilleures que celles de l'Europe. Elles ne sont pas meilleures que celles de l'Italie. Elles ne sont pas meilleures que celles de l'Allemagne. Mais notre déclin démographique est masqué par notre code de la nationalité, qui a donné la nationalité française à des gens qui souvent d'ailleurs ont la double nationalité. Et par conséquent, en réalité, c'est la natalité d'origine étrangère à la première génération ou à la deuxième génération, qui équilibre notre balance démographique. Mais entre-temps, eh bien, c'est ce qu'un auteur a appelé le grand remplacement. Je crois qu'il est en marche. Eh bien, il n'y a qu'à continuer comme ça, à ne pas faire d'enfants. Et puis nous serons une génération de vieillards. Je ne suis pas sûr que les jeunes gens des banlieues vont se mettre ardemment au travail pour payer les retraites des vieillards grabataires que nous serons devenus et pour changer nos couches. Voilà. Alors, concédons au moins que cette vision d'une France qui tombe, qui est la vôtre, est tout de même partagée par un nombre assez important de Français. Un sondage Ipsos Le Monde, qui est paru lundi, je crois, 7 novembre, indiquait qu'à peu près un quart des Français disaient que la démocratie n'était pas en capacité d'assurer l'avenir du pays et se prononçaient carrément pour une société totalitaire. Alors vous êtes un hyper-démocrate en quelque sorte, Bruno Gollnisch, puisque vous défendez notamment, vous et votre formation politique, le référendum d'initiative populaire. Vous n'êtes pas inquiet par cette montée d'un sentiment antidémocratique en France? Je ne suis pas du tout inquiet parce qu'en réalité, moi ce que je déchiffre dans ce sondage, c'est que ce que rejettent les Français, c'est la parodie de démocratie, très bien expliquée dans ce livre, encore une fois. C'est la parodie de démocratie qui, via les tricheries du mode de scrutin, du financement des campagnes, de l'entente entre les courants dominants, confisque au profit de ce qui est une minorité le pouvoir. Et ça, les Français perçoivent que c'est une parodie de démocratie. Alors comme ils voient que cette parodie de démocratie est incapable de résoudre les problèmes du pays, qu'elle ne profite qu'à un tout petit nombre qui s'enrichit d'une façon de plus en plus indécente, etc., ces Français, voyant aussi que tous les problèmes du pays s'aggravent, le problème de la sécurité, le problème démographique dont on parlait, les problèmes économiques, la désindustrialisation, le chômage, etc., aspirent non pas du tout, je crois, à un régime totalitaire, mais en réalité, peut-être oui, même à une dictature, en tout cas un régime énergique. Mais en réalité, ce qu'il faudra, c'est de l'énergie, mais de l'énergie à travers une véritable démocratie, c'est-à-dire l'appel au peuple, c'est-à-dire le référendum, c'est-à-dire rendre aux Français la maîtrise de leur destin, et pas simplement, comme l'a dit un auteur qui se trouve cité dans ce livre, un jour tous les 5 ans, au moment de l'élection présidentielle ou de l'élection législative qui suit, et le reste du temps confisqué. Non, il faut redonner la parole aux Français, à tous les Français. Il faut que tous les courants d'opinion soient représentés dans ce que l'on ose encore appeler la représentation nationale. À partir de ce moment-là, les choses vont peut-être changer.
Alors nous en parlions en préparant cette émission, vous désiriez également faire un coup de gueule, donner un coup de gueule suite au régime social des indépendants, le fameux RSI. Une marche est partie du Mont-Saint-Michel vers Paris pour protester contre cette usine à gaz, disent les personnes qui y sont affiliées, spoliatrices. Vous êtes un défenseur historique, entre guillemets, Oui. du combat, en tout cas contre le fiscalisme. Donc est-ce que vous soutenez donc cette marche Oui, contre le fiscalisme et la bureaucratie. Le fiscalisme spolie, l'excès de taxation, de charges, etc., spolie et décourage par conséquent. Mais la bureaucratie également paralyse et contribue aussi évidemment à démotiver. Surtout ces entrepreneurs individuels que sont les commerçants, les artisans, les professions libérales, qui sont quand même des centaines de milliers et dont je vois qui travaillent souvent admirablement bien. Moi je vois mon plombier, mon couvreur, mon maçon, mon menuisier sont des gens pour lesquels j'ai une profonde admiration. Qui sont des travailleurs, qui sont ne des comptent pas leur travailleurs, temps. voilà. C'est le régime social, la crise de leur régime social, et c'est contre cela, en fait, aujourd'hui, qu'ils marchent. C'est le désespoir d'une bureaucratie qui les a écrasés. Oui, je crois d'un système concocté par à la fois l'abdication du politique, la dictature d'une certaine énarchie et tout ce système qui ne cesse de faire l'assistanat au monde entier, ce qui a un coût considérable, ce qui creuse notre déficit. Je crois d'ailleurs qu'à partir d'aujourd'hui, l'État français vit à crédit. Voilà, les caisses sont vides. Toute la fin, les 50 jours qui restent jusqu'à la fin de l'année, ça doit être emprunté sur les marchés financiers. Bon, mais comme c'était pareil l'année dernière, l'année d'avant, etc., il y a les intérêts, et puis des intérêts échus depuis plus d'une année, ce qu'on appelle en droit l'anatocisme, et tout ça, ça fait quand même quelques milliers de milliards qui vont peser évidemment sur les générations futures. Merci Bruno Gollnisch, à bientôt dans un très proche avenir. Nous nous retrouvons dans quelques heures pour commenter le résultat des élections américaines. Sur votre blog et vos réseaux sociaux, votre réaction à l'élection américaine. Ce sera brève. C'est au peuple américain de décider. Merci Bruno Gollnisch.